10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Ils veulent faire très mal. Réussiront-ils à faire aussi mal qu'un naft sur la langue? C'est la grande question de ce Paris Saint-Germain et les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du samedi. C'est pas si courant que ça, mais en gros, je me suis réveillé ce matin, j'ai fini le dernier épisode de ma série préférée du moment. Alors, je me suis mis sur ma deuxième série préférée du moment, c'est la saison du Paris Saint-Germain. J'ai rattrapé le match d'hier contre Monaco, encore une victoire pour ce Paris Saint-Germain, 4-1. Ça fait 13 victoires sur les 14 derniers matchs pour le PSG. Ils ont plus perdu depuis novembre, fin novembre, contre le Bayern Munich. Derrière, ils ont absolument déroulé. Et sur les 6 derniers matchs aussi du Paris Saint-Germain, il y en a 4, c'était le 4e, avec au moins 4 buts marqués. Contre City, Stuttgart, Brest et Monaco. En plus, 4 équipes de Ligue des Champions, en tout cas théoriquement. Alors qu'on vient d'entrer dans la période charnière de la saison, ce mois de février là, qui fait et qui défait tellement de saisons, et bah je trouve que Paris monte en puissance de plus en plus et peut-être arrive prêt pour ces grandes échéances. Alors, pourquoi est-ce qu'il monte en puissance? Je vous ai préparé une petite analyse, on se base beaucoup sur le match de Monaco, ça traduit ce que je vois depuis les dernières semaines. Mais je vais dire d'abord que à Paris, les tiroirs sont pleins, parce que je trouve que Paris est de plus en plus fort dans tous les compartiments du jeu. Luis Enrique a fait du bon travail, et ses principes, on voit vraiment des progrès. D'abord, sur la pression et la contre-pression, on en parle dans chaque débrief de match, mais c'est clair et net, son œil attentif, ses consignes, elles sont respectées. Il y a constamment une frénésie, une totale activité à la perte de balles. Ça donne beaucoup de ballons récupérés. Le poulpe de Tavira, là, notre ami João Neves, il a encore sorti un match de balade mentale. Il est toujours là pour venir harceler le porteur. Ballon récupéré là. Dans les derniers mètres, ça donne lieu à un but de Bradley Barcola qui sera refusé pour un ballon sorti de pas grand-chose. Mais ouais, encore une fois, ici, la pression, des ballons gagnés haut. Sur cette passe, c'est Vitinha qui surgit. Vitinha et João Neves, les deux petits poulpes de harceleurs qui ont récupéré un paquet de ballons encore hier. Et ça permet au Paris Saint-Germain, systématiquement, la récupération haute, de relancer un autre cycle de possession, avoir une seconde chance pour recréer une occasion potentielle et finir avec juste un énorme volume de possession. Ils ont terminé ce match avec 77% de possession. Et contre une équipe comme Monaco, qui d'habitude vit par le ballon, c'est ce que te permet cette pression et cette contre-pression extrêmement active. En seconde période, ça continue d'ailleurs. Monaco essaye de s'en sortir. Pareil, Vitinha, la bonne organisation structurelle du Paris Saint-Germain, le fait qu'il soit tout le temps positionné parfaitement, Vitinha et João Neves notamment, ballon gagné. Pareil, on peut relancer un cycle de possession. Sur cette sortie de balle, Vitinha et João Neves, les rôdeurs, ils sont toujours connectés au jeu. Et ouais, cette fois c'est João Neves qui sort son petit tentacule, gagne le ballon, ça permet une projection, ça va donner le but de Kfara sur cette passe de Bradley Barcola, top dribble de Kfara. Kfara aussi, c'est une petite histoire, on va y revenir. Mais voilà, tout ça pour dire, si les offensifs sont particulièrement en vue en ce moment dans ce Paris Saint-Germain, comme on a dit, flamboyant, qui a marqué au moins 4 buts sur 4 de 6 derniers matchs, grosse qualité offensive, ça part, comme on le voit dans la suite de la célébration, ça part souvent du travail d'harcèlement et d'agressivité, de la pression, de la contre-pression, João Neves, Vitinha, les offensifs, qui relâchent par leurs efforts. On le voit ici, les rôdeurs, ballon récupéré, mais même Ruiz, João Neves, les consignes, Dembélé qui se jette en première lame. On est en train de jouer littéralement à la 90e minute, le score est acquis, la victoire est en poche, et pourtant les efforts défensifs ne faiblissent pas. Et ça, j'aime beaucoup. Ça parle d'une équipe qui a non seulement intégré les principes, le buy-in avec ce que Luis Enrique demande est complet, mais voilà, ils le font de la première à la 90e minute. C'est une vraie équipe de foot. Et c'est ouf parce que on a beaucoup parlé de pression et de contre-pression au Paris Saint-Germain depuis 4-5 ans. Le travail qui a été accompli, la progression sur ce point-là, je pense qu'elle n'est pas à sous-estimer. Elle est au cœur de tout ce que Paris fait de bien. Et c'est vraiment le sang du foot, le sang d'une équipe qui vit bien. C'est la pression, c'est l'oxygène, c'est la contre-pression. Donc très gros travail du Paris Saint-Germain là-dessus. Ça amène beaucoup plus de possession. Comme on a dit, si tu récupères 2 ballons sur 3 et que tu réussis à t'installer dans le camp adverse comme ça avec les 10 joueurs de champ du Paris Saint-Germain qui sont là dans le cadre, incroyable. Et regardez la hauteur de Pacho, de Marquinhos, de Ruiz
qui sont dans les 35 mètres de Monaco. Ils poussent le bloc tellement bas comme ça. Et bah ouais, 77% de possession à 43 minutes. À la fin, ce match, il s'est terminé. Je pense Paris avait à peu près 60% du ballon. Et c'est contre un Monaco qui, comme on dit, avait avant ce match, je pense, la 3e possession moyenne du championnat. Du coup, ils ont chuté à la 4e. Ça reste une équipe à 56% de ballon. Ça reste une équipe qui vit par le ballon, normalement, Monaco. Et Paris a la capacité à priver les équipes qui vivent par le ballon de ballon. L'exemple le plus flagrant, l'autre jour contre City, qu'ils ont réduit à 37% de possession, ils en avaient 63 contre City. Le seul match de toute la saison où Paris n'a pas eu plus de ballons que l'adversaire, c'est contre le Bayern. Bayern, ils sont pas faciles à presser, très grosse équipe de possession aussi, mais surtout sur ce match, pendant une bonne demi-heure, Paris était à 10. Ça aussi, ça a donné lieu, ça impacte cette donnée-là. Mais depuis, c'est vraiment une domination systématique, très forte de la possession, le sang de ce Paris Saint-Germain. Et c'est grâce à leur intensité défensive sans ballon pour vite récupérer des ballons, mais aussi parce qu'ils ont une telle qualité de sortie de balle que c'est difficile d'aller les presser. Monaco n'a pas fait un extraordinaire match de pression, même tout court je dirais. Mais voilà, quand il y a Biret, Minamino, etc. qui essayent de venir sur Didio, il peut trouver le ballon renversé de l'autre côté pour João Neves qui était défenseur droit sur ce match, on va y revenir. Et après, appui avec Vitinha, la projection, et Paris se retrouve dans cette situation avec 4 joueurs devant le ballon, devant Désiré Doué qui a conduit cette transition. Et ça, c'est même pas une transition, c'est juste une sortie de balle, une relance réussie. C'est une équipe qui a un gros volume de possession aussi, parce que honnêtement, c'est difficile de les presser. Ils ont la qualité pour se sortir de la pression adverse. Donc, possession contre pression, permutation. La fluidité de cette animation offensive parisienne, ça, c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Ça, c'est un truc vraiment caractéristique de l'équipe de Luis Enrique, avec ses petits gabarits devant, avec l'intelligence positionnelle qu'ils ont, toutes les rotations qu'on voit. Le match, il a beau commencer comme ça en 4-3-3. C'était un 4-3-3 un peu spécial parce que Hakimi était mis au repos. C'était João Neves qui était défenseur droit sur le papier, Marquinhos, Pacho à la charnière, Nuno Mendes, un trident, Vitinha. Il n'y avait pas Zaïre Emery qui est le seul blessé de l'effectif en ce moment. Et Fabien Ruiz et Désiré Doué à l'intérieur. Et après les 3 offensifs, Kfara, titulaire, Barcola à droite et Dembélé en 9. Ça, c'est sur le papier. Ça, c'est au bout de 23 secondes de jeu. 8 minutes plus tard, ça peut ressembler à du 4-2-3-1 avec Dembélé qui a décroché et qui est désormais un petit peu plus dans le rôle du numéro de son maillot. Un peu 10, Barcola comme ça en 9. Maintenant, c'est Doué, ailier droit. C'est Kfara comme ça, demi-espace gauche. Ça bouge énormément. Et sur la continuité de cette action, Kfara, après avoir joué un petit peu avec Vitinha, il peut rentrer à l'intérieur. C'est Fabien Ruiz maintenant qui prend le couloir gauche, le demi-espace gauche. Et quand il centre, il y a 3 Parisiens qui sont dans la surface à la réception de ce centre. Un truc qu'on avait souligné avant, il manquait un petit peu ça, il manquait un peu de présence sur les centres. Maintenant, il y a Kfara, Barcola, Dembélé qui sont là en train de rôder un peu dans une position de numéro 9. Et quand ce centre touche aucun des 3, c'est Désiré Doué qui récupère aile droite. Et plus milieu central, il est dans une position d'ailier droit ici. Et la fluidité de ce quatuor parisien, et même les positions qu'on voit de Fabien Ruiz, les échanges de positions entre Doué, Neves, etc. Une énorme fluidité, beaucoup de permutations. Ça rend cette équipe très difficile à défendre, très difficile à lire. Quelques minutes plus tard, encore en première période, maintenant Désiré Doué, il est plus milieu central, il est plus ailier droit, il est ailier gauche, Kfara, ailier droit, totalement changé de position, et c'est Barcola, Dembélé, un petit peu comme ça, sur le front de l'attaque, avec Ruiz en soutien. Ça bouge tellement, ce Paris Saint-Germain. En plus, ça a bien combiné derrière. Kfara, Dembélé, ça combine bien ensemble. Dembélé, Barcola, bien sûr, on sait. Doué, avec tout le monde, il s'entend bien. Et ouais, en début de seconde période, alors que João Neves était le latéral droit sur le papier, parfois ça échange et c'est Doué le latéral droit et João Neves qui va rentrer plus intérieur, même menacer un petit peu dans le dos de la ligne, faire reculer la ligne. Tout le monde bouge. Il y a vraiment une dimension foot totale, je trouve, dans l'approche positionnelle de ce Paris Saint-Germain. Ça les rend très intéressants. 4e point, après la pression, la possession, les permutations. 4e point, la création. Paris a beaucoup plus de variété, je trouve, à la création qu'avant, où ça pouvait être un petit peu stéréotypé sur le jeu positionnel classique. On se retrouve face à un bloc bas, il n'y a pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup d'échanges.
et c'est un peu stérile. Ça, c'était le PSG de Luis Enrique qu'on connaissait à une époque. La contre-pression, ça marchait bien, mais il manquait une petite étincelle dernier tiers. On se dit, ah, il n'y a peut-être pas assez de qualité individuelle. Bah là, je trouve, avec toute la fluidité qu'ils ont et des individus qui sont en top forme, il y a des choses comme les renversements de Vitinha, par exemple, qui permettent de vite passer du côté ballon fort à l'autre côté plus faible, le côté qui a été déchargé, et maintenant tu as un contre un à jouer. Ça, c'est très dangereux face à un bloc médian bas comme ça qui peut être un peu aspiré par le ballon. Ils ont ça, en plus ces ballons de renversés, ils sont tellement tranchants, ils tranchent les coins du bloc comme ça. Ça permet à Paris d'avoir des opportunités intéressantes. Et après, même on a vu en seconde période, avec l'entrée de Gonzalo Ramos, comme on en avait parlé le match contre City, il me semble, quand Ramos et Emery entrent, et que tu as en plus maintenant cette possibilité, par exemple, de jeu d'appui, et bah ok, Ramos, déviation, Ruiz, Nuno Mendes, qui a le couloir ouvert désormais, grosse projection, et en 2 touches, il sert Dembélé pour le 4-1. Ça, c'est une autre manière d'attaquer qu'a le Paris Saint-Germain, et c'est juste une manière très très différente de tout ce qu'on a vu avant. On a vu des phases où il y avait 10 joueurs de champ dans les 35 mètres, on voit des phases où un appui sur un 9 classique et la projection d'un piston, méga piston, Nuno Mendes, pour ensuite Dembélé en 9, en finition. Ouais, c'est juste une équipe très très variée dans sa création. Ouais, là aussi, Kfara par exemple, et le petit déplacement intérieur sur un coup franc vite joué. Il peut y avoir un appui Kfara à l'intérieur sur Désiré Doué. Il y a un côté autre côté qui est un petit peu déchargé, où il peut y avoir du jeu en triangle. Doué, Dembélé, João Neves, encore João Neves, Dembélé en une touche sur Doué qui est rentré dans le demi-espace. Et pourtant, cette surface, elle est pleine, il y a du monde. Il y a du monde qui peut attendre. Il peut y avoir un autre renversement côté opposé pour Fabien Ruiz, mais ça va être du jeu à 2, Dembélé, Doué, qui s'entendent très très bien, je trouve. Très bon ballon de Désiré Doué. À la création, il y a juste plus de choses. Et enfin, avec cette image, on le voit, la finition. Pression, possession, permutation, création et finition au Paris Saint-Germain, ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. Ouais, avec la qualité d'Ousmane Dembélé devant le but, mais juste en général, c'est pas qu'une histoire d'Ousmane Dembélé. Quand on regarde les XG créés par rapport au nombre de buts marqués, c'était l'histoire de ce début de saison en Champions où PSV Eindhoven, 2,5 XG créé, un seul but marqué. Atlético Madrid, 2,1 XG créé, un seul but marqué. Même contre le Bayern, 0,8 XG, aucun but marqué. Il y avait systématiquement un différentiel négatif pour Paris. Maintenant, ils sont beaucoup plus tueurs. Je sais pas, contre Lens, 1,2 XG, 2 buts. Contre City, 2,8 XG, 4 buts. Contre Stuttgart, 2,4 XG, 4 buts. Brest, 3,6 XG, 5 buts. Monaco, 3,1 XG, 4 buts. Paris est beaucoup plus tueur devant les buts. Notamment parce que Dembélé a réglé un petit peu les chaussures, mais pas que. Tout le monde a plus de sang-froid. Donc, ça, c'est tous les principes clés, tous les compartiments du jeu, le tiroir parisien qui est bien plein. Deuxième gros point, pour moi, c'est ça le foot. Le collectif, ça marche fort. Les individus, c'est pas mal non plus en ce moment. Je dirais des individualités au zénith et aussi en pleine possession de leurs moyens physiques. Il y a une question de plénitude et d'absence de blessure. Déjà, sur les individualités très fortes, on peut citer tout un tas de monde. Il y a les offensifs, bien sûr, qui brillent. Mais moi, j'aime bien le Poulpe. Il n'y a pas que son match contre City. Le Poulpe, il est juste très très fort sur la pression, la contre-pression, les passes aussi. Dernier tiers comme ça pour trouver du jeu tranchant dans le dos pour Barcola. Très bon travail aussi de Ruiz. Ruiz, je trouve, il n'est pas à un niveau très intéressant en ce moment. Et il laisse filer le ballon entre ses jambes pour que ça aboutisse sur Barcola. Mais ouais, l'activité, le chasseur ici, sur une transition potentielle monégasque, il relâche pas ses efforts, il va presser d'abord Minamino, ensuite Akliouche, et finalement c'est un ballon gagné ici par le Poulpe de Tavira, João Neves. Là, par exemple, c'est Magassa qui passe devant Doué. Doué, ok, perd ce duel. Et qui est-ce qui vient en compensation? Qui est-ce qui adore ces chocs-là? Mettre son corps devant le vis-à-vis, tomber, gagner la faute. João Neves sur ce match, 5 fautes subies, le record du match. 10 duels remportés, le record du match. Je crois que c'est 7 tacles réussis aussi sur 9 tentés. Sur les actions défensives, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 10 duels remportés, 3 duels perdus seulement. Juste une activité phénoménale de João Neves, genre 6 ou 7 interceptions aussi. Très 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 gros match de sa part.
Et sur l'activité défensive, bien sûr, il est imbattable. Mais ce qu'il fait avec ballon aussi, hyper intéressant. Si on parle des individualités qui ont atteint leur zénith, bien sûr, Dembélé, il est littéralement en train de vivre le prime de sa carrière à 27 ans et quelques. C'est Dembélé, quoi, 27 ans et bientôt 28 ans en mai. Regardez les chiffres. Juste en Ligue 1, 16 buts, bien sûr, il est le top scorer, le meilleur buteur de Ligue 1 en 1200 minutes seulement. 16 buts en 19 matchs. L'année dernière, c'était 3 buts. Hein. Il est passé de 3 buts en Ligue 1 à 16 buts cette saison. Il en a 4 en Champions aussi. Il en a 21, toutes compétitions confondues. L'année avant ça, au Barça, sa dernière, c'était 5 buts en 25 matchs de Liga. L'année d'avant, c'était 1 but en 21 matchs de Liga. Voilà. Une saison à plus de 10 buts en championnat, finalement, c'est sa première, c'était à Rennes, 2015-2016. Mais là, voilà, 16 buts. Il est à son prime et son année 2025 est lunaire, il marque littéralement à tous les matchs. Voilà. Depuis le 15 décembre, ce match contre l'OL, je crois qu'il y a juste un match sur lequel il n'a pas marqué. Je crois qu'il a marqué dans 7 des 8 matchs, un truc comme ça. Il est sur 11 buts sur ses 6 dernières rencontres de Ligue 1, 4 buts sur ses 2 derniers matchs de LDC. Il a marqué Trophée des Champions aussi contre Monaco. Donc il marque tout le temps. Et il est en surperformance sur ses XG pour la première fois depuis un moment. Plus 5,7. Il a marqué 16 buts avec 10,3 XG en Ligue 1. L'année d'avant, il était en sous-performance. Avec le Barça, légère surperformance. 5 buts avec 3,9 XG, mais un très très faible volume. Et sinon, c'est quasiment tout le temps que du rouge. Il faut remonter à 2018-2019 pour avoir une saison où il était mieux devant le but. C'est un Dembélé juste totalement différent. Et ses chiffres avancés sur FBRF sont pas mal non plus. Si on regarde comparé aux avant-centres, parce que parfois il est dans cette position centrale, qu'est-ce que tu veux, il y a genre 10 stats où il est top 1%. Si on le compare plus au milieu offensif / ailier, il y en a que 4 où il est top 1% en Europe. Je pense qu'il y a des stats littéralement où c'est le numéro 1 du monde en ce moment. C'est que des stats avancées, ça veut pas tout dire, mais on est juste sur un Dembélé très très fort. Tout le monde le sait. Et même sur ses célébrations, je trouve ça se voit qu'il est en mission. Il marque son 25e but en 3 matchs et toujours un peu sobre sur la célébration, sérieux. Il n'est pas là pour rigoler. C'est pas le seul. Désiré Doué, je trouve très très bon aussi en ce moment. En confiance, techniquement, ça se voit sur plein de gestes. Le petit flip-flap là qu'il a passé sur Caio Henrique était pas mal. Top passe décisive sur le but d'Ousmane aussi. Et ses stats, c'était 7 dribbles réussis sur le match, le maximum de cette rencontre. Il est très chaud. On peut parler de plein de joueurs à Paris qui sont à leur zénith. Hakimi, qui pareil fait la meilleure saison de sa carrière sans doute, qui n'était pas là contre Monaco, un peu touché, mais qui est au top. Barcola qui est revenu après une période un petit creux là, je trouve ça fait 4, 5, 6 matchs qu'il est revenu à un niveau intéressant. Donc ça c'est cool aussi. J'ai parlé un peu de Fabien Ruiz, mais je veux dire je pourrais parler de plein de gars. Vitinha aussi est revenu après un petit moment où il était un petit peu en dessous. Et après, genre des individualités au zénith, mais aussi en bonne santé. Ça, c'est un truc, c'est pas Tottenham là. Hein. C'est pas le Real Madrid, c'est pas Manchester City, c'est pas l'infirmerie pleine. La réalité, c'est que tu passes tout l'effectif Transfermarkt, il n'y a qu'une croix rouge à Paris. C'est Warren. Sinon, tout le reste est fit, prêt. Même Kimpembe est revenu. Je pense gros travail du staff sur ce point. Un peu de réussite aussi. Il n'y a pas eu d'épidémie de blessures. Mais c'est physiquement, même avec, on a vu sur ce match Lucas Hernandez de retour, tu peux pas demander grand chose de plus pour Paris sur des individualités qui sont au max, parfois pour certains de leur carrière, et en plus en bonne santé. Alors, pour autant, il y a encore des lacunes à rectifier, c'est pas parfait ce qu'on voit à Paris. Il y a une faiblesse défensive, je trouve, sur ces séquences-là. Sur les moments où Paris doit défendre bas. Ça se voit que pour tous les principes de jeu qu'ils ont intégrés, sur l'activité sans ballon, la pression, la contre-pression, gagner des ballons hauts, c'est aussi parce qu'ils sont pas très très à l'aise sur le fait de défendre plus bas. Et sur des moments comme ça, où en 2 passes, Monaco réussit à déséquilibrer ce bloc bas, à trouver dans l'intervalle, avec c'est Mendes qui est rentré à l'intérieur, Pacho qui est un peu à la traîne comme ça, trouver Zakaria, même Didio, pas impérial là sur sa ligne, il anticipe un petit peu trop, mais surtout ça, on a vu sur le but encaissé, c'était un petit problème. Paris défend pas super bien les phases basses. Et face à une équipe qui réussirait à avoir du volume sur ce genre de situation, ça pourrait être un petit peu dangereux. Je vois aussi par exemple sur certaines actions comme là le Poulpe, 2 tacles consécutifs dans ses 40 mètres, on voit qu'il est plus
adapté à défendre haut. Quand il doit défendre bas comme ça, sa propension à prendre des risques, à être très très agressif, et ben ça peut donner ensuite du danger dans sa zone. Il est défenseur droit sur ce match. Là, il y a un ballon très très dangereux. Et le centre de Minamino, et il aurait pu être repris par Mika Biret. Ça se joue à rien et Monaco peut prendre l'avantage dans ce match. Pareil aussi, je dirais, sur ce qui fait la qualité de ce Paris Saint-Germain, sa fluidité positionnelle, Dembélé en décrochage comme ça, faux neuf. Quand il y a des ballons perdus ici de Dembélé, et ça arrive, il a du déchet dans son jeu. Quand il y a des ballons perdus de Dembélé en faux neuf, c'est très dangereux la transition derrière. Et ce ballon de Magassa, qui trouve à Kliouche, centre en retrait pour Minamino, ça c'est au bout de quoi 5 minutes de jeu. Monaco peut marquer le premier but là, sur cette action et peut-être le match il change un petit peu de physionomie. Donc, c'est pas parfait défensivement et ça se voit sur les XGA, des XG encaissés. À chaque match, il y en a pas mal. C'est pas comme les matchs de Liverpool où c'est du 0-1, 0-2. Monaco 0.9. Brest 0.9. Ça fait 3 buts encaissés d'ailleurs sur ces 2 matchs. Stuttgart 0.8. Reims 0.9. City 1.7. Lens 0.7. Monaco, il y a quelques temps, 2.4, Lyon 1.5. Paris concède des occasions, même pas mal d'occasions, je dirais, pour une équipe de ce niveau-là. Un peu trop. Ça, c'est des choses à corriger. Ça veut dire aussi qu'il y a une marge de progression, si on veut voir le verre à moitié plein. Et je dirais plus spécifiquement sur 2 individualités, peut-être. D'abord, Pacho. S'il devient encore plus constant, Paris a peut-être trouvé un axe impassable. Parce que j'aime beaucoup son potentiel. Ici, le bloc est un petit peu... La dernière ligne, elle est un petit peu percée. Mais son retour sur Minamino, il est fantastique. Incroyable retour de Pacho. Mais 3 minutes plus tard, il perd ce ballon sur Biret. Il se met en grand danger un petit peu tout seul en voulant passer un dribble dangereux. Et ça donne une occasion super dangereuse pour Monaco. Il y a de l'inconstance dans son jeu. Donc, s'il devient plus stable sur son rendement, de la première à la 90e minute, Paris va baisser son nombre de XGA, c'est sûr. Et ça, c'est une petite marge de progression pour un défenseur central qui est encore tellement jeune. Pacho, c'est quoi, 21 ans? Où est-ce qu'il est? Moi qui suis aveugle ou pourquoi je le vois pas? Ouais, on va descendre un petit peu là sur le match. Pacho et son numéro 51, c'est 23 ans. Il a eu 23 ans en octobre. Et il était plus tout à fait éligible pour les... pour les 23 et 23, mais on l'avait pas mis dedans. Mais ouais, sur des situations comme ça, je me dis, il peut faire encore un peu mieux. Et Kfara aussi, c'est une marge de progression parce qu'il vient d'arriver. Il jouait littéralement son 4e match avec Paris. Et sur des actions comme ça, la liaison avec Nuno Mendes, je vois, ok, Mendes veut l'alerter dans les pieds, lui a pris la profondeur. Je sais pas qui a raison, mais il y a une petite entente à peaufiner. Dans un couloir où pourtant ça pourrait faire très mal. C'est là que je vois qu'il y a une vraie marge de progression. Ok. Sur l'action d'après, par contre, ils sont très bien compris. Un renversement par-dessus de Vitinha. Ouais, c'est là qu'il y a du jeu. Mendes l'indique. Petite déviation en talonnade dans une touche comme ça, magnifique. Et je suis pas certain qu'il soit sorti ce ballon, même si l'arbitre lève son drapeau. Kfara, très influent. Veut avoir beaucoup de ballons, veut beaucoup être touché. Je vois parfois des petits échanges comme ça. Mendes, Kfara, Ruiz qui remet pour Kfara. Ça permet d'aller toucher l'autre côté avec un Kfara face au jeu. C'est très bien. Il y a d'autres moments où il demande un peu trop le ballon, je pense. Et il marche un petit peu sur les pieds de Mendes. Ici, je ne suis pas sûr à quel point c'était pertinent. Et après, il va se trouver un petit peu isolé entre 3, tenter une passe et c'est un ballon perdu. S'il n'y avait pas du bon travail de contre-pression derrière de Mendes, ça aurait pu être une transition dangereuse. Donc voilà, un peu trop impliqué dans certains mouvements parfois. Il faut qu'il trouve sa place. Et après, il faut qu'il trouve l'osmose parfaite avec ses coéquipiers offensifs. Là, Barcola qui transmet. S'il sent que Dembélé arrive dans son dos, et juste un petit crochet de retrait, la passe, et Dembélé est en 1 contre 1. Il tente sa chance entre 3, il n'arrive pas à battre Maeki, mais tout de suite il s'en veut en plus. Tout de suite il sait que ce qu'il aurait dû faire, c'était pas ça. Et il s'excuse. Donc voilà, moi je dis ça, Kfara, je l'ai vu faire un bon match. Et c'est positif pour moi qu'il y ait une marge de progression encore à aller chercher. C'est une équipe qui, tu sens, elle ne peut plus vraiment progresser. À l'arrivée, elle a un bon niveau, 8 sur 10, mais il n'y a plus vraiment grand-chose à aller chercher. Ok, elle a atteint son niveau max. Alors que là, je vois encore pas mal de choses, notamment individuelles, Pacho, Kfara, qui peut te mettre encore au prochain level. Ouais. Sur des situations comme ça, c'était aussi tout ce que Kfara fait de bien.
l'entrée intérieure comme ça, la liaison avec Doué dans le demi-espace, il peut être pertinent à droite comme à gauche, ça qui est bon avec Farah. Et dans l'ensemble, comme on a dit, elle a fait un très bon match. Donc, quels objectifs pour ce Paris Saint-Germain qui veut faire mal, qui est en progression? Qu'est-ce qu'ils doivent aller faire? Bon, bien sûr, il y a la question de ce parcours en Champions. S'ils passaient Brest d'aventure, bah, c'est Liverpool ou le Barça en 8e. Donc forcément un énorme choc. Et je pense que ça, je ne vais pas dire ça limite les ambitions continentales du Paris Saint-Germain, mais là, c'est les 2 meilleures équipes d'Europe. Ce sera forcément une des 2 en face. Et pour moi, Paris est encore un niveau en dessous. Paris est pas mal, mais encore un niveau en dessous par rapport à Liverpool et Barcelone. Donc peut-être, ce serait un énorme choc, et il pourrait le faire. Ce serait très très intéressant. Il y a des chances que ça se produise. Je ne vais pas injurier et insulter l'avenir par rapport à nos copains brestois, l'ogre brestois. Mais il y a des chances qu'on ait Paris-Liverpool ou Paris-Barça en 8e de finale. Ce serait immense, mais Paris ne partirait pas favori de ce match-up à l'instant T. Deuxième objectif, il y a la Coupe de France, où Paris a le plus grand boulevard de l'histoire des boulevards, je pense. Je pense pas qu'ils en aient besoin. Mais Stade Briochin en quart de finale, ils joueront en demi soit Cannes, soit Guingamp, soit Angers, soit Reims, soit Brest, soit Dunkerque. Donc ça devrait aller, je pense. Et après, l'autre idée pour le Paris Saint-Germain, bien sûr, c'est d'aller chercher un titre d'invincible en Ligue 1. Le titre, c'est bon, ils ont 13 points d'avance sur Marseille en attendant le match de Marseille ce week-end. Ils vont faire, je pense, selon toute vraisemblance, avec la Coupe de France, le triplé domestique. Mais il reste 13 matchs pour aller chercher un titre d'invincible. Ça va être compliqué, c'est très très difficile un titre d'invincible. Même 13 matchs, comme j'en parlais l'autre jour avec San, 13 matchs, n'importe quelle équipe qui irait sur une série, même en Ligue 1, de 13 matchs consécutifs sans défaite, on dirait « Waouh, c'est quoi cette équipe ?» Et là, c'est encore ce que Paris doit réaliser encore maintenant. Mais on sait jamais. Il me semble que le match contre Marseille, il est au Parc des Princes. Et Paris a généralement l'ascendant dans ces rencontres-là. Je pense ouais, c'est un objectif. C'est le 3e gros objectif de la saison. Bien figurer en Europe, aller chercher cette Coupe de France qui tend les bras, et un titre, bien sûr en Ligue 1, mais d'invincible. Et ouais, juste, c'est de beaux objectifs. On verra ce que ça donne. Ils veulent faire mal. Est-ce qu'ils réussiront à faire mal? Ils sont dans un bon moment là. Et je pense que c'était important au 8 février de faire un petit point sur ce PSG. Vous savez qu'ici sur la chaîne, on n'est pas dans la culture de l'instant des dernières semaines. Ouah, d'un coup, Paris, c'est intéressant. Depuis le début de saison, on dit Paris a progressé sur ses principes forts. Paris a progressé sur ses tiroirs, sur tous les compartiments du jeu. Et l'idée de jeu, Luis Enrique, elle est en train de faire son chemin. C'est un Paris qui a muté depuis un moment maintenant. Et même sur les premiers matchs de Champions, ils devaient l'emporter avec plus d'efficacité. Maintenant, ils l'ont. Maintenant, ils peuvent faire encore plus mal. Et voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Petit récap là sur ce PSG. Ce soir, il y a un gros match à Madrid. Et peut-être en faire une vidéo demain, si j'ai encore un peu d'énergie. Mais voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Très bon samedi soir. Et c'est un régal d'être avec vous là, j'ai vraiment kiffé. Prenez soin de vous, bonne soirée et à très vite.